Je me souviens encore de mon cri de douleur au moment exact où elle est partie. Je m'étais écroulée si fort que j'en avais déchiré mon jean. J'ai hurlé comme si mon cœur avait littéralement été arraché de ma poitrine et pourtant, la réalité, elle était là. Elle m'avait quittée. Le vide après son départ m'a semblé être une très très longue agonie. Et au fond, je crois que ça sera jamais fini. La douleur est telle que je me demande encore pourquoi moi je respire et pas elle. Parce que le deuil d'un animal, c'est loin d'être un petit chagrin. C'est un ouragan silencieux qui déverse son poison mortel dans tes veines. C'est un gouffre de souffrance que peu de gens comprennent. La vérité, c'est qu'on ne nous apprend pas à gérer le vide laissé par une présence animale. Ça fait près d'1 an que je repousse cet épisode tant il me fait mal et je m'étais donné 1 année et me voilà déjà arrivée à la limite. On l'a même un petit peu dépassée. Mais aujourd'hui, on va enfin en parler. Pour ceux et celles qui traversent ce vide, pour ceux qui culpabilisent encore et pour ceux qui se sentent seuls dans leur chagrin. Le deuil animal, on en parle peu. Et pourtant, il concerne tout le monde. Et si on prenait enfin le temps, en cette période de veillée de nos défunts, d'en parler vraiment? Salut, j'espère que tu vas bien et que ça ira encore à la fin de cet épisode parce que c'est un épisode qui va nous faire mal mais qui va aussi nous faire du bien. Mais pour ça, il faut être prêt. Et avant toute chose, j'aimerais que vous vous protégiez. Si vous venez de perdre votre animal, je sais pas, tout récemment et que vous n'êtes pas prêt à y penser ni à en parler, en vrai je dis ne pas y penser mais je sais que c'est évidemment impossible de pas y penser, mais il se peut que cette discussion, que cette réflexion soit trop prématurée pour certains d'entre vous. Et dans ce cas, j'aimerais vraiment que vous vous protégiez et que vous n'écoutiez pas cet épisode. Vous le garderez pour plus tard, c'est pas un problème. Parce que on va dire des vérités, on risque de pleurer ensemble. Je pense que ça va nous arriver parce que comme je le disais dans l'introduction, on en parle peu, mais ça concerne tout le monde. Donc voilà, surtout, si tu te sens pas prêt ou prête à écouter cet épisode, ne le fais pas et c'est complètement ok. Tu vas à ton rythme. Voilà, c'était mon petit trigger warning d'entrée d'épisode. C'était important que je précise ça. Je le remettrai de toute manière en story pour éviter que vous cliquiez sur cet épisode qui pourrait vous faire du mal. Et c'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment de pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin. Et peut-être que toi, tu n'as pas ce besoin là pour l'instant et c'est complètement ok. C'est un épisode vraiment très très difficile pour moi. Il faut savoir que c'est l'épisode qui m'a donné envie de faire ce podcast parce que c'est un sujet que moi à l'époque j'avais vraiment besoin d'aborder avec des gens parce que je me suis retrouvée vraiment seule dans mon deuil et j'ai pas du tout été accompagnée. Ça a été extrêmement dur à vivre. C'est toujours dur à vivre, hein. Je peux pas vous dire que j'ai une solution miracle, que moi-même je suis remise, c'est pas le cas. Mais j'avais besoin d'en parler et je m'étais dit à l'époque, si j'en ai besoin, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Ah, coucou Kaito. On a un Kaito qui est debout sur ma chaise, qui dit bonjour. Tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Là, c'est le micro. Regarde, vas-y. Ouais, c'est bien mon bébé. Petit Kaito, mon acolyte, il est là. Quand il sent que je me sens pas très très bien, il vient en courant. Je me suis retrouvée très très seule et ça a rendu en fait le deuil encore plus difficile à vivre. C'était atroce, hein, qu'on se le dise. Donc je pense qu'il est enfin temps qu'on libère la parole sur ce sujet-là et qu'on arrête de tourner en ridicule les gens qui sont peinés, qui sont tristes, qui ressentent des émotions très fortes à l'issue de la perte d'un camarade. Donc c'était un vrai défi pour moi et faut savoir, normalement, je mets pas beaucoup de temps à écrire des épisodes. Tu vois, ça peut me prendre une demi-journée en général pour écrire, en tout cas, le plan assez détaillé de ce que je veux faire.
Bah là, j'ai mis des jours et des jours. J'ai même pas compté. C'était tellement dur parce que je finissais en crise de larmes à chaque fois. Mais ça me tient à cœur et donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, c'est parti. Pourquoi le deuil animal fait si mal? Tu sais, on entend souvent des trucs du genre « Ah mais c'était qu'un chat, c'était qu'un chien, t'en reprendras un autre » ou pire « Arrête, ça va, c'était qu'un animal ». Alors qu'en réalité, c'est que ça fait mal comme jamais. Parfois même plus que pour certains humains, mais ça, on ose rarement le dire à voix haute. On en avait un petit peu discuté avec Alexia dans l'épisode sur les lapins du deuil animal, parce que je crois que peu de gens arrivent à mesurer à quel point la douleur de perdre un animal peut être immense. Et alors que beaucoup de gens ne se gênent pas pour faire des remarques du style « arrête ta tempête émotionnelle parce que c'était qu'un animal », et oui, ça c'est du vécu, nous on a du mal à oser le comparer au deuil humain. C'est un petit peu comme un secret inavouable parce qu'on sait systématiquement que l'humain refuse de se rabaisser à une condition animale. Et ça, j'en ai vraiment la conviction. Pourtant, mon deuil animal, à moi personnellement, a réellement été plus atroce qu'un deuil humain. Et aujourd'hui, j'assume complètement mon avis dessus. Et avant qu'on me jette la pierre, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus profondément. Parce que je crois que nos animaux le méritent. Parce que, humain ou non, personne ne peut juger la relation que tu avais avec ton animal et à quel point sa perte peut nous détruire. C'est personnel. Et surtout, c'est propre à chacun. Ce lien qu'on a avec nos animaux, c'est un lien du quotidien. Ils font partie de nos routines, de nos habitudes, de notre foyer. Et ils se retrouvent dans toutes les petites choses douces de la vie. Le bol qu'on remplit machinalement, la patte posée sur ton genou le soir alors que tu pensais même pas en avoir besoin, la présence chaleureuse contre vos jambes la nuit, le bruit familier d'un jouet ou le bruit familier des zoomies ou la simple présence contre nous quand tout va bien, mais aussi quand ça ne va pas, comme un ancrage, comme l'être capable de vous faire du bien en ne faisant rien d'autre qu'exister à vos côtés. On dit souvent qu'un animal, c'est un chapitre dans notre vie. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est des milliers de vers poétiques qui donnent une valeur à mon existence entière. Avec eux, pas de masque, pas de faux semblants, pas de « tu me saoules, je veux plus te voir ». Non, eux, ils nous aiment exactement comme on est, même si on n'a pas fait la vaisselle, même si on pleure, même si on est imparfait. Souvent, on se sent grandi avec son animal, en une meilleure, en une plus belle version de nous-mêmes. Alors quand ils s'en vont, c'est pas seulement leur présence qu'on perd, mais c'est aussi une version de nous-mêmes. La version qui était aimée inconditionnellement et celle qui aimait inconditionnellement en retour. Ce lien si puissant qui pourrait presque nous tuer lorsqu'il est interrompu. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, ça nous ouvre une sorte de blessure invisible. Tu sais, ce qui est encore plus dur, c'est que souvent on se sent illégitime de souffrir, parce que la société ne reconnaît pas toujours le deuil animal comme un vrai deuil. On se voit obligé de retourner au travail dès le lendemain, des fois dans la même journée, parce que t'es pas censé avoir de congé spécialement pour la mort de ton animal, non, t'es pas censé perdre ton sang-froid, être triste parce que, je le rappelle, ce n'est qu'un animal. Pour la plupart des gens, ça ne représente rien. C'est pas comme si on venait juste de perdre un membre de notre famille, mais bon. Alors il ne nous reste pas vraiment le choix. On ravale nos larmes parce que les gens autour de nous vont nous trouver ridicules et j'ai pas besoin de me sentir humiliée en plus d'avoir perdu un être si cher à mon cœur. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui. Pourquoi les gens ne nous laissent pas pleurer? Pourquoi est-ce qu'on nous met autant de pression à passer à autre chose si vite? C'est vrai, on fait que de nous dire que pleure pas, ça va aller, le temps guérit toutes les blessures. Ok, peut-être que c'est vrai. Mais mes larmes, elles sont légitimes. J'ai le droit de ressentir, j'ai le droit d'aimer, à en avoir le cœur brisé. C'est mon droit.
On nous dit souvent que rendre hommage à quelqu'un, c'est continuer à vivre tout sourire. Mais pour moi, les larmes, autant que les sourires, servent à honorer nos défunts. Alors laissez-nous pleurer, putain. Bon, c'est vrai que là, je pars dans un discours qui peut être un petit peu fataliste, un petit peu défaitiste, parce que, avant toute chose, je vous parle de mon expérience. Il y a peu, j'ai publié le teaser et j'ai eu beaucoup de retours, sur TikTok notamment. Et il y a quelques personnes qui justement m'ont dit que ça s'était bien passé. Pas dans le sens où on vit trop bien le deuil, c'est génial. Non, dans le sens où leur entourage ont compris et ont vécu la peine ensemble. Mais moi, c'était pas le cas. Donc, sachez que ça, c'est mon expérience et que je pense malheureusement que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez aussi une expérience similaire. Du coup, je vais continuer. Résultat de notre entourage qui ne comprend pas, c'est qu'on doit souffrir en silence. On nous fait culpabiliser d'être triste et on culpabilise de culpabiliser parce que, en fait, on nous oblige à trouver un équilibre entre le deuil de son animal et de ne pas changer notre comportement du quotidien pour ne pas affecter notre entourage. Mais c'est horrible. Ce qui se passe là, c'est que c'est la double peine émotionnelle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se voit souvent vivre ça seul. Et c'est putain de dur. Et pourtant, la science nous dit clairement un truc. Le lien humain-animal, il est réel, il est profond et il est mesurable. Oui, parce que vivre avec un animal, ça crée des habitudes, du réconfort et même la production d'hormones liées à l'attachement comme l'ocytocine. On l'avait vu déjà dans d'autres épisodes. Donc finalement, quand on perd un animal, chimiquement, ton cerveau y réagit exactement comme dans un deuil humain. Sauf que personne ne te laissera le vivre de la même manière. Je me demande si c'est à cause de l'ego humain mal placé, en mode tu ne peux pas ressentir la même chose que pour un être humain parce que les animaux sont inférieurs à nous. Mais j'avoue que moi, c'est ce que je comprends quand on me dit « Oh, arrête un peu Clara, c'était qu'un chat ». Vraiment, quand j'ai osé dire que j'allais mal, que j'étais en deuil, parce que oui, c'est le terme que j'ai employé. Beaucoup m'ont répété, avec agacement, ces mêmes mots. Et je vous parle même de mes proches. Croyez-moi, j'ai voulu couper les ponts avec beaucoup de personnes après ça. Parce que je trouve que c'est si mal me connaître que de penser que des humains ont plus de valeur que les animaux à mes yeux. Le truc, c'est que moi, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. C'est pourquoi je veux le préciser. Si vous êtes en plein dedans, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de dire que vous avez perdu quelqu'un qui comptait. Parce que non, vous n'exagérez pas. Parce que oui, ton amour était et restera à jamais vrai. Parce que ton chagrin, il est plus que légitime. J'aimerais maintenant te parler des étapes du deuil et surtout pourquoi il n'y a pas de timeline parfaite. Tu sais, on associe souvent le deuil à un schéma qu'on nous sert dans les livres, c'est-à-dire déni, colère, tristesse, acceptation et guérison. Un peu comme si on devait cocher toutes les cases, comme si c'était un parcours tout linéaire avec un début, une fin et un bravo, c'est terminé, vous êtes guéri. La réalité, c'est que le deuil, c'est clairement un gigantesque chaos. Je crois qu'on peut pas le décrire autrement que par ça. Ça ressemble plutôt à un je vais mieux, ah non, j'ai envie de mourir, ah tiens, j'arrive à rire à nouveau, oh une photo et je recommence à pleurer. En fait, personne ne traverse le deuil de la même façon ni au même rythme. Le deuil animal, c'est un deuil qui est malheureusement, dans nos sociétés actuelles, invisible. Et ça rend les choses encore plus dures à vivre, parce que tu dois te cacher. T'as pas d'arrêt maladie, pas de rituels sociaux bien installés, parfois même pas de reconnaissance, et pourtant, l'attachement, toi tu le sais, l'attachement il est là, il est immense. J'en profite pour te rappeler un fait assez surprenant dont on a parlé lors de l'épisode sur la convergence des luttes entre la cause animale et le féminisme. Mais le premier cimetière pour les animaux,
Il a été créé par une femme, déjà, en mai 1899 à Asnières-sur-Seine. En 1899. C'est récent, c'est pas si loin que ça, tu vois. Alors si tu veux bien, on va quand même reprendre les grandes étapes parce que oui, elles existent. Mais la petite nuance, c'est qu'elles se mélangent, elles reviennent et parfois, elles s'entrechoquent. On a le choc, le déni, c'est quand on n'arrive même pas à imaginer la vie sans eux. Parfois, on continue de mettre leurs gamelles, à les chercher du coin de l'œil. Parfois, on croit même les apercevoir. C'est l'étape où tu prétends encore que c'est qu'un cauchemar et que tu pries de toutes tes forces pour te réveiller. Évidemment, on passe aussi très souvent par de la colère contre la maladie, contre le vétérinaire et très souvent contre nous-mêmes. Contre le monde entier en fait, contre le monde entier qui a eu l'audace de continuer de tourner alors que tu viens de perdre un être aimé. Et là c'est un petit clin d'œil à mon amie Laura qui est écrivaine et qui a écrit cette phrase qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a touchée. C'est effectivement quelqu'un qui perd un être aimé et il y a cette phrase « Le monde a eu l'audace de continuer de tourner » et ça m'a marquée. Et tu vois, la culpabilité, elle adore s'inviter à ce moment-là. Alors faites vraiment attention à vous. Personnellement, j'ai toujours pas réussi à calmer cette étape. Parce que je crois que je suis très nerveuse, je suis très souvent dans la colère. Et dites-vous que moi, je porte encore les cicatrices de ma culpabilité aujourd'hui même, alors que ça fait des années. Tu vas aussi passer par une profonde tristesse. C'est celle qui t'empêche de respirer quand ton cœur réalise qu'il a perdu un morceau essentiel de son être profond. C'est cette période où tu te surprends à t'endormir avec son collier ou un plaid sur lequel ton animal avait l'habitude de se poser parce que t'as encore envie de sentir son odeur. Et celle-là, je crois que cette étape, on y est juste constamment en fait. Mais il y a aussi une période de reconstruction. Ce moment où tu réussis à sortir la tête de nouveau, doucement, quand les bons souvenirs prennent un tout petit peu plus de place que la douleur. Parce que oui, au début, tu te souviendras plus des bons moments en fait. Tu vas essentiellement te souvenir des moments où t'aurais pu faire mieux. Ceux où t'as râlé, ceux où t'as pas profité. Et finalement, il y a aussi cette étape de la transformation. Ce moment où ton animal continue d'exister, mais différemment. À travers ta mémoire. Et j'ai du mal, je suis désolée. Ton animal va continuer d'exister à travers ta mémoire et ton amour inconditionnel qui ne change pas, même après la mort. Ton animal vit dans ce que tu fais, dans tous les choix que tu prends, dans la façon dont tu aimes les autres animaux ou dans cette façon de créer un podcast pour sensibiliser le monde au bien-être animal, comme pour te racheter, pour lui faire honneur, pour continuer d'honorer sa mémoire à travers ces autres animaux que tu sauves. Tu vois, tu peux faire l'étape 4, puis revenir à l'étape 1. Tu peux rester des semaines, des mois, même des années comme moi dans la colère et 1 heure dans l'acceptation. Tu peux sauter des étapes, tu peux les mélanger, tu peux en inventer plein d'autres. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bon deuil. Il n'y a que ton deuil. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le deuil d'un animal, c'est aussi le deuil d'une routine partagée, des câlins silencieux, de cette présence constante qui ne jugeait rien et qui se contentait d'exister à tes côtés. Tu perds un animal, mais aussi un compagnon de vie, une partie de ton identité et de ton quotidien, et ça prend du temps. Et tu as le droit
que ça en prenne autant. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais vraiment revenir dessus pour approfondir ça, parce que là, je vais vraiment vous parler de mon expérience, que je généralise un petit peu parce que je sais que beaucoup sont passés par là aussi, au vu de tous les commentaires que vous m'avez laissés. Donc, j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu ce qui fait si mal. Tu vois, entre la culpabilité, l'incompréhension des autres et cette obligation d'être dans un genre de deuil silencieux. Parce que c'est véritablement pour moi une blessure invisible. Et parce que j'en souffre atrocement encore aujourd'hui, même après des années. Comme je le disais tout à l'heure, perdre un animal, c'est pas seulement perdre un animal comme le disent si facilement les gens qui n'ont jamais confié leur cœur à qui que ce soit. C'est perdre une présence qui t'aimait sans filtre, une routine qui rythmait toutes tes journées, un soutien émotionnel même quand tu ne disais rien, quelqu'un qui était toujours là. Pourtant, quand on perd un proche humain, il y a tout le monde qui comprend. Et quand on perd un animal, on entend tout le temps que c'était qu'un chat. Tu peux en reprendre un autre, tu vas pas en faire tout un drame. C'est pas grave, et ces quelques mots, c'est largement suffisant pour enfoncer encore plus quelqu'un qui souffre déjà bien trop. Parce que au lieu de se sentir soutenu et accompagné, on se sent ridicule d'avoir mal. Et c'est horrible. Tu t'en souviens quand on se parlait qu'on internait des femmes parce que on les diagnostiquait d'hystériques pour ressentir trop d'affection envers les animaux. J'ai l'impression qu'on n'a pas tant évolué que ça sur le sujet. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté cet épisode, vraiment fais-le, c'est un de mes épisodes chouchou, parce que c'est deux sujets qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur, et vraiment, sache qu'on internait des femmes quand on trouvait qu'elles ressentaient trop d'affection envers des animaux, et les hommes ne trouvaient pas ça normal. La culpabilité là-dedans, c'est un peu comme une coloc qui vit en toi alors qu'on l'a littéralement jamais invitée. Tu vois, on se pose 1 milliard de questions du style est-ce que j'ai fait les bons choix? Si j'avais réagi plus tôt, il méritait mieux que ça, il méritait mieux que moi. Et cette culpabilité, elle vient t'achever quand t'es déjà en morceaux, que t'es déjà en train de ramper au sol, alors même que t'as tout donné. Même quand personne n'aurait pu faire mieux que toi. Donc laisse-moi te dire quelque chose que je ne suis pas forcément, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Mais la culpabilité, c'est un peu comme un miroir déformant de ton amour. Si tu te sens coupable, c'est parce que tu aimes intensément. Et ça, c'est une preuve. C'est pas une faute, c'est une preuve. La plupart du temps, il y a cette décision. Tu sais, celle qu'on ne devrait jamais avoir à prendre. Quand il faut décider à leur place. Quand tu dois dire stop à la souffrance de ton animal. Mais c'est aussi un acte d'amour. C'est un acte d'amour qui se transforme irrémédiablement en traumatisme. Et le cerveau, masochiste comme il adore se repasser ce film en boucle, encore et encore, comme si la réponse se trouvait dans une autre fin qui n'existe pas. Je me rappelle, j'étais jeune, j'étais en primaire, je t'ai déjà beaucoup parlé de Fripouille, parce que mon âme sœur partie il y a quelques années, mais Fripouille, elle avait une sœur qui s'appelait Winnie. Et j'aimerais aussi lui rendre hommage dans cet épisode. La pauvre, elle était vraiment très malade et à l'époque, surtout à la campagne, on n'emmenait jamais nos animaux chez le vétérinaire. Et encore une fois, j'étais tellement jeune, moi je savais pas. Un jour, mes parents l'emmènent parce que elle a perdu tellement de poids, elle n'arrive même plus à marcher. On lui fait un bisou quand elle part et on retourne jouer avec les copains dans le jardin. Sauf que quand ils rentrent, je viens les accueillir, je cherche Winnie dans sa cage, ma mère pleure. Ma mère pleure jamais. Mais là, ma mère pleure. Et j'y comprends rien. Je recule, j'ai une sorte de rire nerveux parce que je préfère croire que c'est une blague.
encore une fois que c'est un cauchemar et je prie de me réveiller. Et ces mots, les mots de ma mère, elle souffrait trop. Je me souviens, je me triture les manches, je gratte frénétiquement ma peau pour me réveiller parce que ça peut pas être réel et pourtant si. Comme ça, du jour au lendemain, elle n'était plus là. Et même à cet âge-là, vous pouvez pas imaginer comme la culpabilité m'a rongée. Et encore aujourd'hui, ne serait-ce que l'évoquer, ma gorge, elle se serre si fort que ça en devient tellement difficile de m'exprimer. Si seulement j'avais pu grandir plus vite, si seulement j'avais eu les connaissances que j'ai eues aujourd'hui. On a dû l'euthanasier. Et ça, c'était pas la tuer. C'était lui retirer la douleur. Et je dis ça comme si ça ne me tuait pas, moi, jour après jour, mais aucun humain ne devrait jamais se reprocher un geste aussi courageux. Et cette douleur qui s'infiltre en toi comme un peu une deuxième peau, souvent tu le vis seul. Parce que oui, on vit ce deuil seul, parce que l'entourage ne comprend pas toujours, parce que le monde refuse de s'arrêter pour un cœur brisé par un petit museau. On garde tout pour soi, on ravale ses larmes, on s'excuse presque d'aimer autant. Et vraiment, j'ai ressenti tout ça. Mais tu sais, t'as pas à t'excuser d'avoir eu une relation si belle. Et peut-être que si les gens ne comprennent pas, si les autres ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cet honneur de vivre cet amour inconditionnel. Je me souviens le jour où Fripouille est parti. Pour mes amis qui m'écoutent ou ma famille, forcément ça vous parle. Je vivais à Lyon pour mes études et elle était chez mes parents. Bien sûr, quand j'avais emménagé à Lyon pour mes études, je l'avais prise, mais j'avais eu pas mal de problèmes avec un ancien coloc et tout ça, et j'ai fini dans un studio et je pouvais pas ramener Fripouille avec moi, donc elle a dû retourner chez eux. Bref. Ce jour-là, j'ai pris le premier Uber après mon travail pour rentrer en Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'était trop tard. Et je veux pas te raconter les détails ici. Peut-être que j'en écrirai un livre, mais c'est trop dur à dire. Comme je te l'ai dit, il y a l'espèce de boule qui se forme dans ma gorge et qui me serre et c'est dur. J'arrive pas à sortir les mots. Ce que je peux te dire, c'est que mes frères, mon grand frère et mon petit frère, ils ont tout fait pour me consoler. Je crois qu'ils ne supportaient pas de me voir pleurer. Mon grand frère m'a emmené en voiture, d'ailleurs il conduit comme un fou, j'avais envie de vomir, pour qu'on aille se promener en forêt. Le jour même, tu vois, elle venait... Pour qu'on aille se promener en forêt, pour que je déverse toute ma détresse loin du regard des autres. Je pense que c'était vraiment ça son objectif, que je me sente pas épiée et que je puisse vraiment péter un câble, tu vois. Sauf que sur le chemin, on est passé devant la clinique vétérinaire. En le remarquant, évidemment, il a vite accéléré pour s'éloigner. D'ailleurs, j'avais encore plus envie de vomir. Et moi, je savais. Je l'imaginais à l'intérieur d'un congélateur, les yeux ouverts et vitreux, collés à d'autres animaux, avec juste son nom écrit à la va-vite quelque part sur, je sais pas, un sac ou quoi, alors que le matin même, elle était encore en vie. Et ça, tu n'imagines pas. Peut-être que tu l'imagines très bien, mais à quel point ça m'a traumatisée. Je pourrais jamais oublier ça. Je ne mens pas quand je dis que cette journée a été la plus difficile de toute mon existence. Et depuis tous les mois de juin, je rechute. Elle est partie fin juin. Et du coup, pendant tout le mois, je suis endeuillée, mais à l'extrême. C'est un mois où mon mari me laisse tranquille. Il me demande pas de parler, juste il est là, attentif, présent.
Tout ça pour te dire que ton chagrin est légitime, que ton amour n'a rien d'exagéré et que ta douleur n'a pas à être comparée. Bon, c'était sacrément dur, donc moi je te propose qu'on parte sur une touche plus agréable et réconfortante et qu'on se parle de continuer à vivre sans oublier de reconstruire sa vie autour du souvenir. Parce que je savais pertinemment à quel point ce serait difficile. Déjà pour l'écriture de l'épisode, où je devais écrire ces étapes, où je devais réfléchir aux anecdotes, aux souvenirs que j'allais vous présenter. Déjà, c'était extrêmement dur, mais là, vous en parlez comme ça devant mon micro. C'est bizarre, mais ça me fait du bien et en même temps, ça me fait super mal. Mais depuis que j'ai publié le teaser et que vous me racontez les histoires de vos animaux, je sais pas. Je me sens tellement moins seule. Alors merci du fond du cœur. Parce que j'ai vraiment cru toutes ces années que j'avais un problème, que j'étais pas normale, tout le monde s'en remet, pourquoi pas moi? Voyons donc ensemble comment continuer, mais sans oublier. C'est-à-dire comment vivre avec leurs souvenirs. Même si ça peut arriver après de très longues années, comme c'est mon cas, il y a un moment où la douleur cesse d'être une tempête. Elle devient comme une pluie fine qui ne quitte jamais vraiment le ciel, tu vois, comme on appelle ça les crachins bretons. Je sais pas si tu vois l'image. C'est là que commence un autre travail, celui de réapprendre à vivre. Pas contre le souvenir, attention, pas malgré lui, mais avec lui. Je vous parle de ça parce que je crois que c'est important. Parce que moi, j'aurais aimé avoir cette assurance-là quand ça m'est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, ça fait des années et le deuil, c'est quelque chose que j'avais vraiment repoussé. Je me disais, faire le deuil, donc, c'est-à-dire accepter, essayer de faire avec, pour moi, c'était comme abandonner mon animal défunt. C'était comme ne pas lui faire honneur. J'avais un rapport très très toxique et malsain. Je me faisais littéralement du mal en fait à travers tout ça. Mais moi, c'était ma manière de gérer ça parce que aussi j'étais toute seule et je connaissais rien d'autre. Donc je me suis juste punie encore et encore pendant des années. Et pourtant, réellement, à un moment donné, j'ai recommencé à faire des choses autour de son souvenir. Après, c'est vrai que j'ai rencontré mon mari après qu'elle soit partie et ça m'a beaucoup aidée à envisager quelque chose d'autre que cette agonie dans ma vie. Parce que moi, en fait, je me disais, vu qu'elle est plus dans mon monde, je ne dois pas profiter de ce monde. Comme si j'en avais pas le droit. Je vous ai dit, moi, mon rapport à mon deuil, il a été extrêmement horrible parce que je n'ai eu de cesse que de me faire du mal, que de me détester. Et je me haïssais pourquoi ? Parce que moi, j'étais vivante et pas elle. Alors que vraiment, j'aurais tout donné pour que nos places soient échangées. Mais ça n'a jamais été le cas. Même si aujourd'hui, j'arrive à en parler et à dire que j'ai eu ce comportement envers moi-même qui est auto-saboteur, aujourd'hui encore, des fois, j'ai du mal à accepter le fait de ressentir du plaisir, le fait de me reprojeter à nouveau dans la vie. Tout ça, pour moi, c'était des interdits. Je n'avais pas le droit de le faire. Parce que moi, j'avais cette malédiction, ce poids sur mes épaules qui était de vivre dans un monde où elle n'était plus. Je sais pas si c'est le temps, un déclic, de nouveau prendre soin d'autres animaux, je sais pas. Mais à un moment ou un autre, on vient transformer la douleur. Parce qu'au début, penser à eux, ça brûle. Puis un jour, presque sans t'en rendre compte, penser à eux, ça réchauffe. Les souvenirs ne piquent plus autant et ils viennent comme caresser doucement ce qui a été brisé. Et tu vois, chaque personne trouve sa manière de transformer le manque. Il y en a qui vont faire un album photo, d'autres porter un pendentif à son effigie, garder ou porter les cendres, des poils, des moustaches. Perso, j'ai gardé des moustaches. J'ai ce petit rituel
de quand j'étais enfant, de faire un vœu à chaque fois que j'en trouve une. Et je suis tellement contente d'avoir commencé à faire ça quand j'étais jeune, parce que du coup, j'ai encore les moustaches de Fripouille. Je récupère les moustaches de Ezekiel, de Milo, donc mes 2 chats, et de Kaito aussi. D'ailleurs, Kaito, j'ai aussi ses petites dents de lait. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. C'est une partie d'elle qui n'est pas partie. C'est une partie d'elle qu'elle m'a laissée. Et je les garde précieusement. Il y en a aussi qui vont planter un arbre en leur nom, ou des fleurs. En fait, après l'incinération chez le vétérinaire, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour les pompes funèbres pour les animaux, enfin spécialisées dans les animaux de compagnie. Mais après l'incinération chez le vétérinaire, on nous donne des petites graines en général. Et c'est un petit peu dans cet esprit de faire renaître son animal autrement. Personnellement, donc ma mère, moi, elle m'en avait parlé, elle m'a proposé de le faire dans son jardin, parce que moi, je vis en appartement maintenant, je vis à Paris. Bon, je compte pas y rester, hein, mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que, d'une part, j'ai pas du tout la main verte, et j'ai cette grande crainte, vraiment, c'est une grande peur que j'ai, de voir ces plantes ou ces fleurs ou cet arbre mourir. Tu vois, pour moi, ce serait comme perdre mon animal une seconde fois. Donc, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien. Parce que il y a cet esprit, cette image de... il renaît à travers un autre être vivant qui a un peu de lui, un peu de ton animal en lui. Et c'est beau. C'est beau, mais moi, j'aurais trop peur. Il y a d'autres gens qui vont écrire une lettre ou bien des milliers. Il y en a qui vont faire un don à des associations qui peuvent, je sais pas, ressembler à leurs animaux. Je sais que beaucoup de gens donnent les anciennes affaires de leur animal pour les autres animaux qui sont dans le besoin. Pareil, ma mère, elle m'avait proposé de le faire, mais j'ai pas réussi à le faire. Je lui ai demandé de garder son petit arbre à chat, de garder ses affaires. Oui, je suis quelqu'un qui aime profondément les animaux et je fais très souvent des dons et je suis bénévole et il n'y a pas de souci. Mais je suis une personne aussi qui accorde beaucoup d'importance ou de sentiments ou d'émotions ou d'intention dans les objets et du coup c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire. J'arrive pas à m'en détacher. Et puis il y en a d'autres qui vont accrocher son collier ou un objet qui lui appartenait, qu'il portait. En tout cas, voilà, quelque chose qui lui appartenait quelque part, comme un peu un garde-âme. Dites-vous qu'il m'a fallu 5 ans pour récupérer les cendres de Fripouille chez ma mère. Je lui ai demandé avant qu'elle vienne à mon mariage, et du coup, la veille de mon mariage, elle me les a apportées. Je sais que mon père et ma psy, ils étaient comme mais pourquoi ? C'est tellement pas le moment. Mais justement, moi je crois que c'était le moment. En tout cas, c'est le moment que j'ai choisi parce que j'allais me marier et j'avais besoin qu'elle soit là, à la maison. Autre chose qui a fait que j'arrivais pas à les récupérer de chez ma mère, c'est parce que je trouvais jamais mon habitat, mon foyer, digne d'elle. Je voulais pas l'emmener dans mes petits studios parisiens qui puent l'humidité, etc. Alors que chez ma mère, elle avait son petit trône, dans une grande maison, un jardin, il y avait de la vie. Moi, j'étais dépressive, suicidaire, et je vous rassure, il n'y a pas que le deuil qui m'a mise dans cet état, hein, mais je voulais pas cacher, j'ai eu des problèmes de santé mentale, et la perte de Fripouille est arrivée au même moment. Donc ça a été abominable. Mais voilà, j'avais pas encore de logement. Moi, j'accorde une importance énorme à cette notion de home, de chez soi. C'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Et j'avais besoin d'emmener Fripouille dans un endroit où je serais fière de dire ça, c'est chez nous. C'est home. Et du coup, ma mère m'a rapporté ses cendres le jour de mon mariage et je crois que c'est enfin l'avoir à mes côtés qui m'a donné en tout cas le courage d'écrire cet épisode et de l'enregistrer malgré la difficulté, visiblement, que j'ai d'en parler. J'ai prévu de lui monter tout un joli petit hôtel
en sa mémoire. Ses cendres au centre, dans une toute nouvelle urne. J'aimerais changer l'urne parce que j'ai toujours celle en carton du vétérinaire, tu sais, la bleue là. Donc j'aimerais une nouvelle urne en céramique ou alors une jolie boîte en bois entourée de ses souvenirs, ses moustaches, des photos, des dessins à son effigie, des petits jouets et évidemment des bougies. Ça me permettra de lui rendre hommage et je sais pas, je trouve que dans cette posture, dans notre maison, notre foyer, notre home, elle a l'air d'être encore là, avec nous. Elle nous protège, elle protège la maison. Et j'aime vraiment me dire ça, qu'elle veille sur nous et que partout où nous vivrons, elle continuera cette mission parce que son âme, pour toujours, sera liée à la mienne. Tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a que ce qui t'apaise. Donc, sens-toi libre de tester des choses, voir ce qui te fait vraiment du bien pour honorer sa mémoire. Petite anecdote, on est beaucoup à se faire tatouer notre animal sur le corps et eh bien sachez que tous mes animaux, depuis elle, un à un, ils ont tous à un moment donné observé mon tatouage à l'épaule en s'y frottant délicatement. Et clairement, c'est adorable, mais qu'est-ce que ça m'a fait pleurer. Oh là là, je vous jure. À chaque fois, je me rappelle Ezekiel qui s'était collé justement au visage de Fripouille sur mon épaule. Milo a fait la même chose, Kaito l'a reniflé, puis s'y est frotté aussi. Et waouh! Parce qu'ils l'ont pas connu, mais clairement, c'est grâce à elle qu'ils sont là, eux, et qu'ils sont aussi bien traités à la maison. D'ailleurs, au moment où j'écris ces lignes, Milo est endormi sur mes jambes, comme pour me donner le courage d'enfin parler de ce sujet si tabou tant il fait souffrir. J'ai autre chose à te dire. Parler de tes défunts, je t'assure, ça aide beaucoup. C'est compliqué, c'était compliqué, même encore là pour moi c'est toujours compliqué, mais je crois que cet épisode libère enfin ma parole là-dessus. Parce que comme je t'ai dit, ça a été très très compliqué de mon côté. On a tendance à éviter le sujet parce que en parler, ça déclenche irrémédiablement une bonne crise de larmes, une bonne crise de panique. Je sais, certains d'entre vous m'ont dit aussi qu'ils ont dû être, que vous avez dû être médicamentés pour gérer ça. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Et vraiment, je veux que, en tout cas, vous vous sentiez en sécurité. Oui, safe d'en parler avec moi si vous en avez envie, si vous en avez besoin, parce que je pense qu'on a plein de choses en commun et que là, moi, en tout cas, à travers tous vos messages, je me suis vraiment rendu compte depuis des années que j'étais pas seule à aimer autant et à souffrir. Quand j'en ai enfin parlé chez ma psy cette année, j'ai fait une très très grosse crise de panique. Et tu gardes ça entre nous, mais dans la clinique, sans même m'en rendre compte, en fait, je lacérais ma peau avec mes ongles, tellement ça me faisait mal, tellement ma culpabilité, elle était énorme. Pour te montrer en fait l'ampleur du traumatisme pour moi. Mais je me suis rendu compte que parler d'eux, ça prouve qu'ils ont existé, qu'ils ont impacté ta vie d'une manière ou d'une autre. Et c'est un putain d'honneur, alors continue de raconter comment ils volaient tes chaussettes pendant que t'accusais ton frère de te les piquer. Oui, encore une fois, c'est du vécu. Continue de raconter comme elle s'endormait systématiquement sur ton linge tout propre. Continue de raconter comment tu ne pouvais même pas aller aux toilettes sans une escorte de sécurité poilue. Tu vois, le but du deuil, c'est pas d'oublier. Le but du deuil, c'est pas l'oubli. Le but, c'est d'arriver à un endroit où tu peux respirer, tu peux rire sans te sentir coupable constamment. C'est d'arriver à ce moment où tu peux dire son nom sans t'effondrer. Et moi, j'en étais incapable. Je sais que quand mon frère mentionnait son nom, quand mon chéri mentionnait son nom, tout de suite, tu sais, il fermait la bouche en mode « oups, la boulette ». Parce que c'est vrai, juste son nom, ça déclenchait tout ça. Donc le but du deuil, finalement, c'est leur faire une place où ils peuvent exister. Leur amour ne disparaît pas,
il change juste de forme. Il passe de à côté de toi à en toi. Et ça, c'est éternel. Tu sais, je te raconte tout ça alors que moi-même, j'en suis même pas à la moitié, mais j'y crois. Dur comme fer. Et un jour peut-être, un autre animal. On a souvent peur que ça veuille dire remplacer, mais c'est impossible de remplacer une vie. Chaque vie est unique. Tiens, ne serait-ce pas pour cette raison que je suis végane? Et oui, t'avais vraiment cru pouvoir écouter un épisode d'Au Poil sans la mention du véganisme au moins une fois? Ah ben ça, c'est très très mal me connaître. Avec un autre animal, on fait juste de la place pour une nouvelle histoire à écrire. Oui, j'aime bien faire ce genre de comparaison parce que tu sais que je suis écrivaine aussi. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment faire de la place pour une nouvelle histoire avec un cœur agrandi par tout ce qu'on a appris avec nos poilus qui sont partis. Alors si un jour tu adoptes de nouveau, ce sera grâce à lui et pas à sa place, d'accord? Parce que t'en auras jamais fini avec ton animal. Tu continues juste le voyage, mais différemment. Si tu me le permets, j'aimerais te raconter comment ça s'est fait pour moi. Ézéchiel, ça a été mon tout premier chat après la mort de Fripouille. Et crois-moi, c'était terrifiant. Pour la petite histoire, en fait, une copine à mon mari avait une portée non désirée et donc elle avait des chatons. On les a vus et il y avait ce petit gris qui n'était pas si petit parce qu'il était vachement plus grand comparé aux autres. Et il y avait aussi 2 chatons noirs et un qui était tigré. Faut savoir que Fripouille, elle était toute grise et crème, genre beige. Et elle avait plein de jolies petites nuances, de couleurs, ça formait de jolis motifs en fait sur sa robe. Elle était magnifique. Elle était majoritairement toute grise. Et j'ai dit à mon mari, je refuse de prendre le gris, c'est trop dur. Au final, quand on l'a vu, c'était le coup de foudre, quoi. Et quel bonheur. Parce que je pense que si je n'avais pas eu Ézéchiel, je pense, j'en suis sûre, je ne serais plus du tout ici aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Parce qu'à cette même période, comme je te l'ai dit, j'ai vécu trop de choses abominables et je tenais pas à continuer d'exister. Mais il était là maintenant et il avait besoin de moi et au final, il ne ressemble en rien à Fripouille. Et encore moins physiquement. Fripouille était toute petite, toute mimi. Et Ézéchiel, c'est un grand daron, giga balèze. Non, en vrai, je dis ça, mais on dirait un moine très très baraqué, mais très sage, tu vois, l'ancien qu'on respecte. Bref, comment j'en suis arrivée à envisager d'adopter à nouveau? Je pense que ce sera une anecdote pour plus tard. Parce que l'épisode commence à s'éterniser et je pense qu'on n'en a pas fini avec ce sujet-là, qu'il y a encore plein de choses qu'on pourra aborder. Avant de passer à la suite, j'aimerais dire quelques mots sur les animaux qui ont quitté ma vie. C'est un petit peu, pour moi, un moyen de les honorer tous à travers cet épisode. Je trouve que c'est la parfaite occasion. Et comme ça aussi, vous pensez à eux et vous prenez conscience de leur existence. Parce qu'après tout, ils sont à l'origine d'Au Poil Podcast. C'est tout mon vécu, toutes mes expériences. Il y a eu Seyar, le tout premier chat dans notre famille. Il était venu chez nous de son plein gré et il est resté. Et il est enterré dans notre ancien jardin et je ne l'oublierai jamais. Il y a eu Pouka. Au début, on croyait que c'était un garçon. Ou plutôt, on nous a fait croire que c'était un garçon parce qu'on voulait un garçon. Mais quand elle est revenue enceinte de Fripouille et Winnie, on a compris. La petite monsieur, c'était en fait une petite madame. Et Pouka, elle était trop belle. Un poil long qui faisait toujours des nœuds, mais elle était très sauvage. Et elle était surtout très aigrie. Elle tapait tout le monde. Winnie, c'est mon petit frère, Kylian, qui l'a appelée comme ça. Oh, c'est dur. C'était la toute gentille de la fratrie, tu vois, elle ressemblait à une petite vache, elle avait un poil tout blanc avec plein de taches noires, des grandes taches noires. Et elle était toujours zen. Toujours tranquille. Qu'est-ce qu'elle était adorable et tellement, mais tellement gentille. Et puis, ma très chère et tendre Fripouille, c'était ma chatte à moi. En fait, on s'était choisis toutes les deux.
Et on n'a jamais pu se séparer après ça. C'était la chasseuse experte, tu vois, de sa fratrie. C'était une chippie, comme moi. J'ai toujours été une chippie. Nos habitudes me manquent terriblement. Mais ma chérie, si tu m'entends, je t'aime du plus profond de mon âme. Et je sais que t'es toujours avec moi. T'es sur mon bras, hein, pour toujours, de toute manière. Et je suis tellement désolée de ne pas avoir été à la hauteur. Mais je promets de faire de grandes choses pour les animaux en ton honneur. Je les aime tous. Je les aimerai toujours. Et... Bon, j'ai pris une petite pause pour enlever la mort. J'ai pris une petite pause, j'en avais besoin. Mon nez est encore bien encombré, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Bon, maintenant, j'ai une question pour toi. Écrire cet épisode m'a fait prendre conscience que j'ai encore énormément à dire sur ce sujet et même sur mon parcours personnel. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, je suis une autrice et je réfléchis à écrire un petit livre. Pas un guide, pas quelque chose de théorique, mais une histoire vraie. La nôtre, celle de Fripouille et la mienne. Et tout ce que sa perte m'a appris sur l'amour, sur le manque et comment on se reconstruit, ou du moins comment on essaye de se reconstruire. Donc dis-moi, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais lire ? Dis-le-moi parce que si je l'écris, certes c'est d'une part pour moi parce que c'est un bout de mon histoire, de mon expérience personnelle, mais c'est aussi pour toi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message ou me le dire en commentaire si je devrais le faire. Et maintenant, j'aimerais qu'on leur rende hommage ensemble. Après cet épisode, certainement mercredi, je vais publier une photo de Fripouille sur mes réseaux. Et sous ce post, j'aimerais beaucoup que vous veniez écrire un souvenir, un moment drôle, un câlin, une bêtise de ton animal disparu. Parce qu'on a dit qu'on ne les oublierait pas. Parce que leurs histoires doivent rester vivantes. Et parce qu'ensemble, on forme aussi leur mémoire. Donc n'hésite pas à interagir ce mercredi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de continuer à aimer fort. Merci de continuer de faire exister ceux qui ne sont plus là. Et comme d'habitude, une caresse pour elle, pour lui, pour eux. Et bye bye.